Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Savane TV, nous sommes ravis de vous retrouver encore ce soir pour l'émission Féminin Pluriel. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de l'autisme. Oui, certainement, dans les familles ou dans la rue, vous voyez des enfants en situation d'autisme. Vous ne savez peut-être pas qu'il s'agit de l'autisme. Aujourd'hui, en tout cas, on va vous apprendre ce que c'est et surtout aussi comment vous pouvez accompagner ces enfants-là à réussir leur vie et puis encourager leurs parents. On en parle aujourd'hui avec Madame Gisèle Wendila Oubda, que nous avons le plaisir de recevoir encore une fois de plus. Bonsoir. Oui, bonsoir, vous êtes à... Bienvenue. Merci, bonsoir à tous les téléspectateurs et en particulier les parents des enfants autistes. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que Madame Oubda est enseignante spécialisée en autisme et justement, elle a des enfants, des bouts de chou comme ça qu'elle accompagne dans les familles et surtout aussi à l'école. Nous allons présenter notre deuxième invitée. Elle est spécialisée en jouets. Disons, elle fabrique, confectionne et commercialise des jouets spécialisés pour les enfants en situation de handicap ou des enfants qui ont des spécificités, on va le dire comme ça. Nous sommes avec Madame Arzumpoko Rosine Kiema. Bonsoir. Bonsoir, Madame Abzeta. Bienvenue. Merci. Vous êtes très bien habillée. Merci. Dans le faso d'Anfani. Donc, ça, c'est l'huile pendée combiné. Donc, dans le faso. Le faso d'Anfani. C'est le nom du pain là que je cherche. Gang la Pèlera. Voilà. Combiné à Gang la Pèlera. Voilà. En tout cas, vous êtes bien habillés. Merci d'être sur le plateau avec nous également. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'être là et merci à vous aussi de prendre vos tabourets et de vous asseoir. Certains parents sont dans cette situation où ont des enfants en situation d'autisme ou qui ont des retards en ce qui concerne le développement de certains sens, qui ne comprennent peut-être pas et qui ne savent pas où amener leurs enfants. En tout cas, aujourd'hui, on va vous donner les bonnes réponses. Madame Oubda, déjà, comment vous venez dans le domaine de l'autisme? Comment vous arrivez à devenir enseignante spécialisée en autisme? Quand on dit spécialisée, c'est comme si j'ai fait des études dans ce sens, non. Au départ, je suis enseignante classique, enseignante normale de formation. Donc, ma passion pour la radio, c'est ma passion pour la radio qui m'a conduit dans ce domaine. Et j'étais d'abord dans le Ganzourgou où il y avait une radio. Il n'y avait rien dans la radio, ce n'est que de la musique et quelques informations communales. Et je me suis approchée de quelqu'un qui était là-bas, c'était un blanc. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui le connaissent dans le domaine du média, il s'appelle Laurent Pététin. D'accord. Donc c'est lui, bon, on causait bien. Après, bon, je lui ai dit, mais tu sais, la radio, j'aimerais bien faire la radio. Il me dit, mais pourquoi pas? Donc un jour comme ça, il m'a dit, viens, on va animer. Et c'est parti comme ça. Donc là-bas, j'ai commencé à faire des émissions, des jeux radiophoniques avec les élèves du CM2 à l'approche de l'examen. Voilà, question de les accompagner, de les aider à faire la révision. Et après mon affectation, quand je suis allée à Ziaré, je suis arrivée à trouver également que la radio, il n'y avait pas de contenu éducatif en tant que tel. Et je suis partie proposer au directeur si je peux venir animer une émission. Il a trouvé l'idée vraiment louable, mais il me dit que bon, on ne peut pas vous donner une prise en charge, on ne peut pas vous donner de l'essence. J'ai dit, ce n'est pas un souci. Ça sera en m'étant libre que je vais venir animer. Et c'est parti comme ça. Là-bas aussi, je développais des thèmes. J'invitais aussi des personnes ressources qui venaient, en tout cas, développer les thèmes, surtout sur l'éducation des enfants. Voilà. Et aussi, on faisait la révision également pour les élèves du CM2. On a fait même des jeux radiophoniques là-bas 2 ans. Même quand je suis venue à Ouaga en 2017, je repartais là-bas continuer à animer. Mais entre-temps, c'était un peu difficile et lourd pour moi. Et j'ai arrêté. Mais animation et puis enseignement... oui, mais ça va ensemble. Bien sûr, on anime dans nos classes. Et c'est facile même pour un enseignant d'être journaliste, même animateur. Oui, parce qu'on parle tous. Bien sûr, mais c'est pas fini. Donc c'est dans ça, à Ziaré, que le directeur de la radio m'a envoyé à Ouaga ici pour un séminaire, pour une rencontre et dans le domaine de l'éducation inclusive. On entendait parler, mais bon, on n'était pas bien ancré. On ne comprenait pas vraiment ce que c'était. Et quand je suis arrivée, le thème parlait de l'autisme. L'autisme, on voyait ça dans les films avec, voilà. Antara, par exemple, voilà, l'enfant autiste qui était dans ce feuilleton-là. Et pendant le séminaire, il y a une dame qui m'a... On a fait, après la présentation, il y a une dame qui s'est approchée de moi
son nom de famille aussi c'est Oubda. Donc elle a dit, ah, vous êtes ma parent? J'ai dit oui. Que vous êtes enseignante? J'ai dit bien sûr que je suis enseignante. Elle m'a fait savoir qu'elle a un enfant autiste qui est dans une école spécialisée. Et eux, leur structure avait demandé à l'État des enseignants classiques pour enseigner les enfants dans leur structure parce qu'on ne peut pas les intégrer directement comme ça dans le système. Donc il faut un certain nombre d'années pour voir si l'enfant est vraiment apte à intégrer une école. Et là maintenant, on peut l'intégrer. Que si je suis intéressée, voilà, elle peut prendre mon nom et mon numéro matricule. Qui ne veut pas venir à Ouagadougou? C'est ça, c'était l'occasion de voilà, c'était l'occasion. Voilà, et puis aussi, c'était l'occasion également de découvrir un autre domaine. Voilà, parce que bon, je suis quelqu'un, je n'aime pas rester dans la routine. J'aime découvrir, voilà, et c'est ça qui fait que, voilà, c'est ça qui m'a conduit à venir dans une classe spécialisée. Exactement. Donc c'est une année après que la lettre d'affectation est tombée et je suis venue à Ouaga en 2017. Et dès qu'on est arrivé, sans formation, rien du tout, arrivé, on dit voilà, voici les élèves, il faut les enseigner. Ce ne sont pas des élèves ordinaires, c'est des élèves spécifiques, c'est des enfants qui ont, en tout cas, qui sont spéciaux, voilà, spéciaux. Voilà, donc il faudra quand même un enseignement spécialisé pour ces enfants-là. Mais avec le temps, comme on n'était pas seuls, il y avait des psychologues et il y a des moniteurs aussi, des monitrices qui étaient avec les enfants. Ils nous ont aidés, en tout cas, à avoir certaines bases. On a commencé à faire une petite formation avec notre psychologue, M. Zungrana, que je salue au passage. Et voilà, avec le temps, c'était pas facile. Parce donc que ça a été une formation en fait oui, en même temps. On a appris sur le temps, comme on le dit souvent. Voilà, c'était la pratique en même temps, la formation. Et voilà, et c'était un peu difficile parce que ces enfants, ils n'aiment pas le changement. Lorsqu'il y a un nouveau visage qui est là, ça provoque leur crise et puis les troubles commencent. Mais avec le temps, en tout cas, on s'est débrouillé jusqu'à arriver d'après les gens. C'est ça. Tant mieux aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand même, on peut dire qu'on est aguerri. On maîtrise bien le domaine. Bon, bien vrai que l'autisme est un domaine assez complexe. Où chaque jour, il faut apprendre. Il faut découvrir de nouvelles approches pour pouvoir enseigner ces enfants-là. Mais en tout cas, on peut dire que ça va maintenant. D'accord. Alors, il faut dire que vous, votre domaine, vous êtes plus dans l'accompagnement éducatif. Voilà. Exactement, dans l'enseignement, apprentissage et l'accompagnement également, surtout. Voilà, dans les familles. Oui. Puisque, bon, bien vrai qu'ils viennent à l'école, mais en famille, comment l'enfant doit se comporter, comment les parents doivent se comporter avec les enfants, comment la prise en charge doit se faire. On va parler de tout ça tout à l'heure. Alors, je vais donner la parole à Madame Kieba. Je rappelle que vous êtes spécialisée en jouets, donc en fabrication de jouets pour les enfants spécifiques, comme par exemple les enfants en situation d'autisme et autres handicaps. On a des jouets sur la table ici, on aura à travers les images aussi d'autres jouets. Mais avant de parler de votre domaine, est-ce que vous avez entendu parler de l'autisme comme ça avant de vous lancer dans ça? Bon, avant de me lancer, non. Même si j'ai une maman qui a travaillé avec SOS Village d'enfants et où j'ai vu grandir des enfants, des bébés jusqu'à des enfants de 5 ans jusqu'à 8 ans et où je voyais des enfants aussi qui se comportaient différemment. Et donc, j'ai appris à côté de ma maman. D'accord. Voilà. On va revenir à vos activités tout à l'heure. Madame Oubda, faisons plus connaissance avec l'autisme. Est-ce que, par exemple, vous qui êtes enseignante dans ce domaine, est-ce qu'il faut des aptitudes particulières pour justement être avec ces enfants-là et leur donner le savoir? Oui, avec notre petite expérience, il faut une certaine aptitude. Il faut d'abord une certaine connaissance. Voilà, une certaine connaissance de base pour enseigner un enfant spécifique. Et en plus de ça, il faut avoir l'amour de la chose. Tant qu'on n'a pas l'amour de la chose, on ne peut pas le faire. On a beau faire les études de psychologie, de je ne sais quoi. Tant que vous n'avez pas l'amour dans ce domaine-là, c'est un peu difficile parce que ces enfants, ils sont pas prévisibles.
Donc, il faut s'attendre à tout. Et il faut aussi s'armer de courage, de détermination. Et voilà. Et être aussi quelqu'un qui aime découvrir. Okay. Parce que, bien vrai qu'ils vont vous dire dans les livres, l'autisme c'est comme ci, comme ça. Pour prendre en charge un enfant autiste, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Pourtant, sur le terrain, c'est différent. Vous arrivez, c'est complètement différent. Donc, c'est en fait, c'est encore une autre connaissance qu'il faut découvrir. C'est ça. Qu'il faut, voilà, c'est un autre apprentissage. Donc, c'est carrément différent de ce que nous lisons sur les documents. J'ai l'impression que la patience est vraiment... de mise, ouais. La patience, il faut être vraiment patient parce que pour apprendre quelque chose à un enfant autiste, si vous êtes pressé, vous n'allez jamais rien lui apprendre quelque chose. Ouais. Il faut prendre patience, il faut être assidu, il faut être vraiment régulier dans ce que vous faites parce que la méthode à laquelle vous utilisez, il faut rester sur cette méthode parce qu'eux, ils n'aiment pas le changement. Okay. C'est souvent le changement qui provoque les crises. C'est ça. On verra ça plus tard. C'est ça. On parle d'encadrement de ces enfants en situation d'autisme, d'accompagnement également. Moi, je suis curieuse de savoir, généralement dans vos classes, comment ça se passe lorsque vous décidez d'encadrer des enfants comme ça. Alors... il faut d'abord, oui, bon, si un enfant vient chez nous, c'est qu'on l'a déjà diagnostiqué. On va parler du diagnostic tout à l'heure. Après, voilà. Donc, pour prendre en charge d'un enfant autiste, il y a un certain nombre de méthodes qu'il faut appliquer. Okay. Voilà. Et ça dépend aussi du degré de l'enfant. C'est ce que je viens de dire. Parce que les enfants, ils sont différents. Et ils ne manifestent pas leur autisme de la même manière. D'accord. Alors, donc, Madame, on va ramener cette question un peu plus tard parce que ça risque de répondre à la question de, je ne veux pas dire traitement, mais accompagnement. Donc, venons-en à cette notion, autisme. On entend parler. Hein. Oui. Et je peux dire que c'est maintenant que c'est devenu vulgarisé. Bien sûr. Peut-être qu'on vivait avec des gens comme ça, sans mais on ne savait pas comment on l'appelait ça. Oui. C'est quoi l'autisme en fait? Alors, je vais traduire ça d'une manière générale pour que le citoyen lambda puisse comprendre. Je laisse la signification spécialisée aux spécialistes. C'est ça. Voilà. Donc, l'autisme, on peut dire que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui affecte la manière dont une personne communique, interagit et voit le monde. Okay. Donc, ça affecte le système de la communication et aussi le système cognitif. Voilà, ça affecte l'intelligence également. D'accord. Bon, c'est vrai que souvent on peut avoir, vous avez dit tantôt, ça ne se manifeste pas de la même manière chez les enfants. Quelles sont les différentes formes peut-être qu'on peut avoir? Avant de venir à ces différentes formes-là, je vais parler de, comment on appelle ça, les caractéristiques, comment on détecte voilà, un enfant autiste. D'abord, l'enfant autiste, il fait des gestes répétitifs. Il peut répéter un geste pendant un long moment. Et la plupart du temps, il y a des autistes qui ne parlent pas. Où il y a un retard de langage. Soit un retard de langage où le langage ne vient pas. Okay. Et il y a d'autres aussi qui ont une hypersensibilité ou une hyposensibilité au niveau des organes de sens. Souvent, vous voyez des enfants qui bouchent les oreilles. Tout simplement, le bruit que nous entendons, qui sonne petit, peut résonner fort dans ses oreilles. Ou il y a une hypersensibilité au niveau de la vision. Ou, par exemple, s'il y a une présence de lumière comme ça, l'enfant a tendance à fermer ses yeux. Voilà. Et il y a des enfants aussi qui répètent les fins de phrases. On appelle ça l'écolalie. Par exemple, je dis à Abzeta, viens ici, tu vas dire viens ici, tu vas dire ici. Voilà, donc ils répètent les fins de phrases. Donc déjà, si on remarque ça chez un enfant, on sait que voilà, c'est un enfant autiste. Bien vrai qu'il y a d'autres caractéristiques, mais bon, ce sont les caractéristiques qui sont au moins plus ou moins, je vais dire, courantes. D'accord. Voilà, chez les enfants autistes. Madame Kéma, vous voulez ajouter quelque chose? Comme vous travaillez aussi beaucoup avec les enfants, il y a d'autres signes peut-être qui peuvent alerter certains parents que tiens, il faut que je parte voir. Oui, par exemple les cris. Ok. Voilà, il y en a qui crient parce qu'il est différent.
Il y en a qui peuvent aller se cacher quelque part. Même s'isoler. Voilà, ils s'isolent. L'isolement. Voilà, il y a l'isolement, il y a le fait que il y en a qui sont violents, donc ils frappent. Voilà, ils donnent des coups. Oui. Et puis, ce que j'allais ajouter aussi, c'est le côté de la patience, vraiment. La patience que les encadreurs doivent avoir, parce que comme elle l'a dit, ce n'est pas des enfants qui apprennent tout de suite et maintenant. J'imagine pour, par exemple, intégrer vos jeux. Exactement. Il faut être patient. Exactement, il faut être patient et surtout aussi partager cette patience-là, surtout aux parents qui ont la charge et la responsabilité de ces enfants à la maison. D'accord. Ok, je vais ajouter quelque chose au niveau des caractéristiques. Il y a des enfants qui n'ont pas un centre d'intérêt. Leur centre d'intérêt est restreint. Et l'interaction sociale aussi, comme j'ai dit plus haut, n'existe pratiquement pas. C'est-à-dire l'interaction sociale, c'est-à-dire l'enfant ne s'intéresse à rien. À rien. Il n'a pas un centre d'intérêt, il n'y a pas quelque chose qu'il aime ou qu'il faut souvent le flatter avec cette chose. Tu fais ça et puis tu prends ça. Il y a des enfants qui n'ont pas ça. Et par contre, il y a d'autres qui ont un centre d'intérêt, mais très très restreint. D'accord. Il faut détecter ça. Et il y a des enfants aussi qui ne répondent pas à leur nom. Même s'ils entendent, ils sont indifférents à tout ce qui se passe autour d'eux. Comme ce que Madame Kiema a dit, ils s'isolent. Vous allez voir un groupe d'enfants qui est en train de jouer, et lui, il s'isole, il se met tout seul, où il joue avec les fourmis, ou bien il joue avec les feuilles mortes et tout ça. Donc tout ça, ça traduit également que cet enfant, il est différent des autres, il peut avoir l'autisme. Est-ce que chez le nourrisson, il y a des... Non, on ne le détecte pas tout de suite chez le nourrisson avant 3 ans, la plupart du temps, même si bon, les signes ne sont pas les mêmes, ça varie d'un enfant à un autre. Voilà, c'est ça. C'est vrai que souvent c'est à 3 ans que l'enfant commence quand même à bien parler. Puisqu'il y a des enfants, oui. Il y a des enfants, il y a des autistes qui ont commencé à parler avant l'âge même de 2 ans. Et après, le langage est parti. Ah oui. Tout ce qu'il faisait, tout est parti. C'est-à-dire l'enfant change carrément. Ce n'est pas à la naissance qu'on peut détecter. C'est après peut-être 2-3 ans qu'on peut détecter l'autisme chez un enfant. Donc vous voyez que c'est un domaine, comme je l'ai dit, assez complexe. Assez complexe. Il faut être prudent. Voilà, lorsqu'on parle de l'autisme. D'accord. Alors Madame Oufda et Madame Kiema, je vous propose également d'aller regarder ensemble cet élément. Nous avons été dans une famille pour justement découvrir donc la vie de cette famille-là qui possède un enfant autiste. Et on a rencontré la maman. On va regarder ensemble pour connaître un peu leur quotidien. Et puis on revient. Merci. Le 27 avril 2017. Donc, c'est quand il avait 3 ans que j'ai su qu'il était autiste. Souvent, il se lève, il a des... Je ne sais pas comment expliquer, il a des comportements bizarres. Souvent, il peut s'asseoir, il rit seul. Souvent, il peut s'asseoir et puis il pleure aussi. Je ne comprenais pas. J'ai dû parler avec son papa. Son papa dit que non, que peut-être ce sont les caprices des enfants, quoi. Donc, mais... Souvent, il peut se lever, il s'isole derrière la maison. Et puis, il s'amuse seul. Si les enfants rentrent dans la cour pour s'amuser avec lui, il ne veut pas s'amuser avec les enfants. Il s'amuse seul. Il prend les mèches avec les trucs, le bois, il joue avec ça. C'est ça qu'il aime. Soit les chaussures. S'il voit quelqu'un qui met les mèches là, il aime ça, il l'enlève et puis il mange. Souvent, les feuilles des mangues, là, il peut manger. Il peut faire 1 semaine même sans manger. Oui. Mais il a la force. Je n'étais pas contente parce que vu comment il est, quand il sort, les gens ont des regards bizarres. Souvent, il faut que je sorte avec lui. Sinon, s'il est seul, les enfants le frappent. Et puis... il insulte que regardez le bête qui est sorti. Donc, souvent, il faut que je l'attrape. On marche ensemble. Je lui parle. S'il veut manger,
Comme il n'arrive pas à parler, il prend l'assiette et puis il te tend qu'il a faim. S'il veut faire ses besoins, j'ai déposé le pot, il part prendre le pot, il fait ses besoins. Oui, oui. Mais si ces crises aussi se lèvent là, je n'arrive pas à le contrôler. Comme c'est un garçon là, il est trop turbulent, il a la force. Souvent, il peut se lever et puis il va se mordre la main. Tous ces mains-là, ici, là, ce sont des blessures. Souvent, il peut se lever et puis il va taper sa tête là contre le mur là. Puis ça va sortir du sang. Tant qu'il ne voit pas le sang, il ne s'arrête pas. Souvent, il crie, il pleure. Souvent, il rit. Il peut se lever le matin à 6 h et puis il va dormir à 2 h ou bien 1 h du matin. Oui, je m'assois, puis on s'amuse comme ça. C'est grâce à mon papa que j'ai eu un spécialiste parce que lui, il travaille à l'hôpital Yalgadou. Donc, il m'a contacté une dame qu'on partait là-bas souvent et puis on faisait les trucs. Et il m'apprenait comment prendre soin d'un enfant autiste. Pour lui, il est accro au téléphone. L'autre jour, là, mon téléphone l'a gâté. Donc, je suis partie donner à un réparateur. Il n'a pas pu arranger. J'ai déposé, j'ai dit le téléphone là est gâté. Et puis, il a pris. Je ne sais même pas comment il a fait. Il a arrangé ça et puis il a déposé. Je lui ai demandé, mais il ne m'a pas répondu. Souvent même, le compteur là, l'électricien est venu pour arranger. Donc, il n'a pas pu. Il est parti, il a touché quelque chose que je n'ai même pas su. Je l'ai appelé, je lui ai dit, comment tu as fait ça? Et il a couru et puis il est parti. Il y a des choses dans la maison, là, si ça se gâte, là, on n'a pas besoin d'appeler quelqu'un. Même l'ordinateur de son papa même est gâté et puis il a arrangé ça. Les insultes, là. Comme ça, on lui traite de bête. Beaucoup de trucs, quoi. Surtout les enfants, s'il sort là, on va l'insulter. C'est ça, je dis, si je suis près de lui, tu vois, les gens sont accueillants envers lui. Mais si je suis dedans et puis il sort là, tu vas, s'il rentre, tu vas le voir avec des coups, des blessures, on le lapide avec des cailloux, des trucs comme ça. Oui, oui. Il va à l'école, mais c'est pas du tout facile. On a eu à chercher les écoles pour lui, on n'a pas eu. Et puis les écoles là aussi, c'est cher. Quand on parle, quand on part pour le scolariser, on parle de 600 et quelques là. Si c'est comme ça, c'est difficile. Tu es obligé de lui mettre dans des écoles normales. Ils n'ont pas les mêmes milieux. Parce que comme ça, comme lui, il est ici là, les enfants là veulent apprendre. Maintenant, comme lui, il est là, lui aussi, il est dans son monde, quoi. Il veut jouer. Parce que la maîtresse a eu à m'appeler pour dire que s'il est en classe, il est là, il joue. Donc, les enfants veulent écrire. Lui, il n'arrive pas à écrire. J'invite le gouvernement à créer des écoles spécialisées pour les enfants autistes. Parce que mon enfant a un talent caché. Je sais que si on l'accompagne, il peut réussir, il peut être un ingénieur ou bien créer quelque chose que le Burkina n'a jamais eu. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau et nous poursuivons notre émission concernant l'autisme. Nous sommes avec Madame Oubda qui s'occupe, qui enseigne des enfants en situation d'autisme. Nous sommes également avec Madame Kema qui propose des jouets adaptés à ces enfants-là. On va découvrir ces jouets ensemble tout à l'heure. Mais Madame Oubda, on fait plus connaissance de l'autisme avec vous. On va parler maintenant des différents types de troubles ou bien des différents types d'autisme. Oui, d'autistes. Voilà, on parle de différents profils. Voilà, les profils. Voilà, les profils autistiques. Alors, il y a des autistes sans déficience. Ils sont intelligents ou ont une intelligence hors la norme. D'où on appelle les surdoués. Voilà, les surdoués, certains font partie de... certains sont autistes. Leur système cognitif n'a pas été touché. Mais on sent un peu de l'autisme en eux
leur centre d'intérêt est restreint, ils ne sont pas trop bavards, ils se recroquevillent sur eux-mêmes, mais ils sont des surdoués. Lorsque vous leur apprenez quelque chose, ils apprennent vite, tout de suite et maintenant, par rapport aux enfants dits typiques, je veux dire les enfants normaux. Et à l'autisme aussi avec une déficience, donc la limitation de l'intelligence du système cognitif, qui se traduit bien sûr par une manifestation, comment on appelle ça, le retard de langage ou l'absence de langage totalement. Donc leur prise en charge est différente de ce que j'ai cité plus haut, à savoir les autistes sans déficience. Il y a les autistes aussi camouflés. Et c'est ça qui est plus difficile. Voilà. Généralement, ça se manifeste chez les femmes. Je prends un exemple. Hein, voilà. Par exemple, moi, lorsque je range mes affaires et que je viens voir que c'est dérangé, ça me met dans une rage totale. Ça fait partie aussi de l'autisme. Mais souvent, on ne le sait pas. On n'arrive pas... Au fait, tu ne peux pas expliquer ça aux gens pour que les gens puissent comprendre. Donc, c'est ce qui fait que ces personnes-là souffrent davantage. Puisque ce n'est pas... On voit que la personne est normale, voilà. Mais dès qu'il y a un petit truc seulement, la personne se met dans un état, voilà, extraordinaire qui vous étonne. Pourquoi la personne se comporte comme ça? La personne elle-même ne se comprend pas et son entourage également n'arrive pas à percevoir son comportement. Et voilà. Donc, il y a des autistes non-verbaux aussi qui n'ont pas le langage, mais leur communication se fait à travers des images, à travers les gestes et tout. Voilà. Donc on met un système de communication pour pouvoir leur permettre de communiquer avec les autres, exprimer leurs besoins, etc. Est-ce qu'il y a des enfants autistes qui parlent normalement? Oui, il y en a qui parlent. Si par exemple je parle de retard de langue, il y en a qui parlent très tardivement, voilà, mais qui parlent quand même. Mais il y a d'autres également qui parlent aussi. Dès le début, ils parlent bien. Mais seulement, ce sont des autistes. Ce sont des autistes. Ça veut dire qu'après, vous allez observer autre chose chez ces enfants. Exactement. Par rapport aux autres. Peut-être qu'il peut être hypersensible ou hyposensible. Voilà, par rapport à... Peut-être à la lumière, au bruit, à la texture. Lorsqu'on le touche la peau, il réagit d'une manière, ou peut-être au niveau de l'alimentation. Donc, ça varie d'un autiste à un autre. Ah oui. Alors, on a parlé un peu du diagnostic. J'aimerais bien qu'on revienne sur ça. Comment ça se fait, le diagnostic? Alors... Bon, bien vrai que on a cité quelques caractéristiques. Maintenant, il faudra aller voir les spécialistes. Voilà, il y a des spécialistes qui interviennent par rapport au diagnostic. On peut voir le psychologue, il y a le pédiatre aussi, et il y a aussi le neuropsychologue aussi qui peut intervenir en tout cas. Si l'enfant présente une anomalie, voilà, qui n'est pas, peut-être il peut avoir un problème de motricité. Voilà, donc on peut voir aussi un neuropsychologue. Un problème de quoi vous avez dit? Motricité. Il y a des enfants, voilà. Ça peut être lié, puisque l'autisme, en quelque sorte, l'autisme n'est pas une maladie, c'est un handicap, mais il y a d'autres troubles qui peuvent associer à l'autisme. Et cela peut constituer une maladie en fait. Et il faut traiter ces troubles-là. Ça peut être l'épilepsie, ça peut être un problème de motricité, voilà. Donc, ça voilà. Un handicap physique, quoi. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord à la maison même faire attention à l'enfant, aux gestes de l'enfant. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, Mme Kema? Dès peut-être les 3 ans, quand même, commencer à observer comment l'enfant se comporte. Et quand on remarque, par exemple, qu'il est sensible à quelque chose, ou bien il se comporte différemment qu'avant, on part voir les spécialistes. Exactement. Pour confirmer. Exactement. Oui, c'est très important. Inviter les parents à aller vraiment dans les centres de santé pour être accueillis par les psychologues, les pédiatres. Ils vont les orienter vers d'autres agents plus spécialisés dans la prise en charge de ces enfants selon l'anomalie, selon le problème que l'enfant a.
Parce que tu as bien fait de souligner le diagnostic, parce que c'est la première étape d'abord qu'il faut faire. C'est pas parce que j'ai entendu, voilà, je vois l'enfant de mon voisin qui est autiste que je vais déduire que mon enfant est autiste. Tout simplement parce que, bon, ils n'ont pas les mêmes manifestations. Et la prise en charge également n'est pas pareille. Ce que l'enfant de mon voisin a besoin, c'est pas ce que mon enfant a besoin. Donc, il faut voir les spécialistes qui vont essayer de vous diriger pour que la prise en charge soit de façon complète et effective. Bien sûr. Et pouvoir aider l'enfant à mieux vivre dans son entourage, voilà. Pour ces situations spécifiques, quand on se retrouve avec des enfants spécifiques dans les familles, on va avoir des idées reçues, préconçues. Préconçues et tout. Il y a certains même qui se disent, c'est parce que tu as fait ça que tu as mis au monde des enfants. Et ça, c'est le propre de l'Africain. Au quotidien. Oui, ça c'est ce qu'on entend tous les jours, surtout avec les parents qui disent que bon, je n'ose pas sortir avec mon enfant tout simplement parce qu'on le regarde autrement. Et voilà, les gens disent que voilà, c'est un génie, ou bien il a... En tout cas, c'est pas un enfant normal, ce n'est pas un être humain. Et voilà, vous savez qu'avant nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, lorsqu'un enfant anormal venait dans ce monde, on l'éliminait d'une manière ou d'une autre. Mais bon, avec l'évolution de la science, on a compris que non, chaque enfant est éducable. Bien sûr. Et malheureusement, aujourd'hui, notre entourage ne nous facilite pas les choses. Je travaille bien sûr avec les parents des enfants autistes. Et ce n'est pas simple avec l'entourage. Donc, il faudra d'abord même éduquer, je vais dire sensibiliser l'entourage de l'enfant, même au sein même de la famille. Et souvent, ce n'est pas facile. L'enfant d'un tel, il est trop turbulent, il est comme ci, il est comme ça. Ils ne comprennent pas que l'enfant est différent. Il n'est pas malade, il n'est pas mal éduqué. Il est tout simplement différent et il a besoin d'être traité différemment. Mais c'est quand même un enfant. Voilà, d'être accompagné. Mais c'est quand même un enfant. Bien sûr. Oui. Parce que vous allez entendre des gens dire, bon, aller jusqu'à dire, parce que quand tu étais enceinte, tu faisais que ça, voilà. Tu mangeais ça. Tu faisais des bêtises, ou bien c'est le karma. Moi, je trouve qu'il faut arrêter ça parce que personne ne veut avoir un tel enfant. Mais si ça vient, qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas aller jeter, je ne vais pas le tuer. C'est Dieu parce que c'est Dieu qui donne l'enfant. Donc, il faut l'éduquer comme il est venu. Voilà, bien vrai que bon, lui, son éducation sera différente des autres, mais c'est quand même un enfant comme les autres. Donc, il faut préciser encore. Par exemple, quand il y a des enfants qui ne parlent pas, il faut aussi consulter les orthophonistes. Voilà, pour qu'il aide à l'enfant. Par exemple, si c'est un retard de langage, que ça permette à l'enfant d'avoir un langage, de parler. Mais il y a d'autres aussi qui ne parlent pas, donc ne vous attardez pas avec l'orthophoniste. Souvent, les parents viennent se plaindre auprès de moi depuis que je consulte l'orthophoniste. Voilà, mon enfant ne parle pas. Je dis, bon, ça dépend. Puisque en tant que spécialiste, si tu sais, tu regardes un enfant qui doit parler, ça se sent. À travers quelques séances, on peut quand même savoir que bon, il a des capacités à parler, mais ça, avec de l'aide, il doit parler plus tard. Mais il y a des enfants qui n'ont pas du tout le langage. Le langage ne viendra pas. Voilà, il ne faut pas s'attarder sur sa faiblesse. Il a d'autres talents qu'on peut l'accompagner à vraiment développer ça. Je vais dire ses points forts, ce qu'il sait faire. Puisque les autistes, ils ont des talents. Il suffit seulement d'avoir une très bonne prise en charge pour pouvoir détecter ces talents et voilà, les accompagner dans ce sens-là. Et généralement, après le diagnostic, qu'est-ce qu'il faut faire, Madame Ouda? Voilà, après le diagnostic, il faut, comment on appelle ça? Il faut le scolariser. Il ne faut pas le laisser à la maison? Non, il ne faut pas le laisser à la maison, il ne faut pas le cacher. Non, il faut l'amener à l'école. Et maintenant, souvent, c'est l'école qui est le problème. Où trouver l'école adaptée. Une structure adaptée à l'enfant. Surtout qu'au Burkina Faso, il n'y a que des structures privées spécialisées. Mais publiques, il n'y en a pas. Et c'est ça notre cri de cœur tout le temps. Et aussi les parents. Parce que les structures publiques, privées, là, c'est extrêmement cher. Et voilà, donc c'est... Est-ce que généralement même les structures privées, c'est pas tout type de handicap, ils font les Non, ce n'est pas tout type de handicap, mais là-bas, comme
il y a le prix. Bon, je ne peux pas refuser un élève qui vient. Maintenant, ça dépend. Après l'avoir reçu, après son inscription, comment se fait la prise en charge? Est-ce que l'enseignant a des béabas pour ça? C'est ça. Est-ce que l'enseignant a, en tout cas, a ces connaissances-là? Et surtout, lorsque nous nous retrouvons dans une classe où il y a beaucoup d'enfants. Parce que prendre du temps pour un enfant autiste, ce n'est pas du donné. Un enfant autiste peut prendre pratiquement le nombre de temps, le nombre de minutes qu'on prend pour éduquer, pour montrer une connaissance à un enfant ordinaire, c'est différent. Que voilà. Peut-être pour apprendre à écrire I à un enfant autiste, ça peut prendre 1 à 2 heures. Pourquoi pas même des jours. Autant par rapport à un enfant ordinaire, ce n'est pas pareil. Et ça dépend aussi de l'approche. Donc, ce qui fait que souvent, quand les parents amènent les enfants, même dans les structures publiques, privées, les enseignants souvent se plaignent. Voilà, je l'apprends, mais il n'apprend pas vite. Ça dit que c'est manque de connaissances. Ce n'est pas sa faute. Il n'a pas été formé pour ça. Il a été formé pour enseigner des enfants neurotypiques, des enfants normaux, comme on le dit. Mais pas pour enseigner des enfants spécifiques. Et d'où il faut inclure vraiment les modules de l'enseignement inclusif, je vais dire inclusif, de l'enseignement spécialisé dans les structures de formation initiale. C'est ça. Oui. Et surtout, il faut, mais aujourd'hui, pour vous, il faut des structures publiques. Bien sûr, il faut des structures publiques. Nous sommes là. Nous sommes du public. Donc, pour dire que même si on repart dans les classes ordinaires, si on nous envoie des enfants autistes, ça tient seulement quoi. Madame Kéma, avant qu'on marque justement la pause, et vous êtes au contact de ces enfants-là. Est-ce que vous proposez vos jouets et au niveau des structures où il y a ces enfants? Exactement. Grâce à quelques émissions et puis grâce aux informations de bouche à oreille, en tout cas, on a des structures spécialisées qui prennent en charge les enfants en situation d'autisme ou bien des enfants en situation de problème de vue, d'handicap visuel. Et puis même les malvoyants, les sourds-muets, voilà, les malentendants, tout ça. Et pour l'autisme, pour le cas de l'autisme, grâce au matériel que nous avons ici, qui peuvent être adaptés au cas par cas des enfants qu'ils prennent en charge, on est toujours en contact avec ces structures-là. Et même quand il y a de l'espace où nous venons avec des jeux extérieurs, ils qualifient nos produits, nos outils comme des outils thérapeutiques pour ces enfants, parce que bon, il y a vraiment à long terme des résultats concrets, voilà, que eux-mêmes ils témoignent, ou souvent aussi c'est les familles que ces structures-là recommandent pour que eux-mêmes ils viennent payer ces outils-là, pour que eux à la maison ils aient une Gisèle ou quelqu'un à la maison qui vont s'occuper utilement ces enfants-là avec du matériel adapté aux situations des enfants. Ok. Voilà. Alors, ne vous en faites pas, hein, juste de retour, on va découvrir plus ce que Madame Kéma fait et puis surtout présenter ces jouets que nous avons sur la table. On va marquer une petite pause et puis on revient. Parce que votre peau mérite les meilleurs soins, donnez-lui un éclat irrésistible avec la gamme Yélé Naturel Cosmétique. Vous avez une peau sèche et qui gratte, ou vous voulez des cosmétiques efficaces pour faire ressortir votre beauté? Yélé Naturel Cosmétique est la solution à vos problèmes. Avec nos produits 100% bio, vos problèmes de peau et de cheveux seront résolus. Vivez avec grâce, ressentez une nouvelle expérience beauté et obtenez un soin de beauté permanent avec Yélé Naturel Cosmétique. Et tout cela à des prix défiant toute concurrence. Yélé Naturel Cosmétique, vivez avec une incroyable belle peau. Retrouvez-nous dans notre institut de beauté à Ouaga 2000, à 500 mètres des cités BTM. Visitez aussi notre page Facebook Yélé Wellness. Infoline et WhatsApp 76 24 96 96.
Nous sommes de retour sur ce plateau. Aujourd'hui, on parle de l'autisme avec nos invités du jour. Alors, nous sommes avec Madame Gisèle Oubda. Elle est enseignante spécialisée en autisme et avec Madame Kiema qui propose des jouets aussi adaptés à ces enfants spécifiques là. Alors, Madame Oubda, on a parlé du diagnostic, ce qu'il faut faire après le diagnostic. Maintenant, comment se fait l'accompagnement d'un enfant en situation d'autisme, même l'enseignement et autres? Ok, au niveau de l'enseignement-apprentissage, il y a plusieurs méthodes qu'il faut utiliser. Parce que l'enseignement aux enfants autistes, là, ça demande une certaine structuration et un certain nombre de pratiques qu'il faut entreprendre pour pouvoir bien diriger la prise en charge. Voilà, nous avons une première méthode qui s'appelle le teach. Le teach. Donc, oui, le teach. Parce que le teach, c'est en anglais. Maintenant, ça consiste à structurer l'environnement familial et social de l'enfant, qui va lui permettre de comprendre les choses, que l'enfant puisse arriver à se repérer dans le temps et dans la durée. Et je veux dire dans l'espace et dans la durée. Je prends un exemple. L'enfant doit savoir que dans la chambre, c'est pour dormir. Ici, c'est pour manger. Donc, ça permet à l'enfant de se retrouver. Il n'est pas comme, bon, c'est pas comme les autres enfants où on peut déposer l'assiette partout pour qu'il puisse manger. Non, l'enfant sait qu'à partir de telle heure, je dois aller laver les mains pour manger. Et ça, il faut un emploi de temps visuel qui permet à l'enfant de pouvoir exécuter les activités à des heures données. C'est un travail, mais c'est comme ça. Si l'enfant, et puis ça l'aide à être autonome. Par exemple, s'il se lève le matin, il sait que je dois prendre ma brosse et la pâte pour me brosser. Donc, vous allez, au premier moment, vous allez lui apprendre ça. Comment il faut faire. Mais avec le temps, il va s'y habituer, il deviendra autonome. Et là, il faut avoir les mêmes habitudes, presque les mêmes heures. Exactement, il faut avoir les mêmes habitudes, presque les mêmes jours, pour permettre à l'enfant de se retrouver. Donc, souvent, quand ce mécanisme, cette routine n'est pas installée, que l'enfant... Ça devient un peu difficile pour l'enfant, il ne comprend pas et ça provoque la plupart du temps des crises. Il y a aussi la méthode ABA, c'est une méthode qui permet de réduire les comportements inadaptés et d'encourager bien sûr les comportements positifs. Ça veut dire quoi? Si on sent que l'enfant a un centre d'intérêt comme ça, si on veut lui apprendre quelque chose, on peut passer par des récompenses qu'on appelle des renforçateurs, pour pouvoir lui apprendre quelque chose. Il veut jouer avec le téléphone. Ok, tu veux jouer avec le téléphone, ça, il n'y a pas de problème. Mais il faudra faire ça, ça, ça. Après, tu joues avec le téléphone. L'enfant, il ne comprend pas si tu lui dis oui, si tu fais ça, maman sera contente. Il n'en a rien à foutre, il ne sait pas. Il n'a pas ça dans son programme. Donc, c'est ce qui l'intéresse. Tu veux jouer avec le téléphone, je vais t'apprendre ça, tu vas faire ça, ça. Après, tu vas prendre le téléphone, tu vas jouer. Ainsi de suite, on fait ça. Donc, on appelle ça les renforçateurs au niveau de l'enseignement. Tu fais ce qu'il... Voilà. Tu fais ce que maman veut, et puis voilà. Exactement. Donc, c'est comme un contrat en quelque sorte. Et aussi, voilà, il y a l'enseignement, il y a la méthode... D'accord. Il y a la méthode par les images. On appelle ça les PECS. Voilà. Les quoi? Les PECS. Ça, c'est une abréviation. C'est encore des termes en anglais. Maintenant, bon, ce sont des petites images qui représentent les objets. Voilà. Par exemple, si l'enfant n'est pas verbal, s'il ne peut pas parler, on peut utiliser cette méthode de communication-là pour l'aider à exprimer ses besoins, à communiquer avec lui. Il peut prendre, par exemple, s'il veut manger, il peut prendre une assiette, l'image d'une assiette vous tendre. Et vous allez savoir, voilà, vous allez comprendre que non, oui, il veut manger. On peut faire sous forme de chapelet et l'accrocher. Il y a des enfants comme ça, vous allez les voir avec un collier en tout cas, d'un certain nombre d'images qui expriment souvent ses besoins ou bien, voilà, l'image contre un objet, l'image contre, en tout cas, un truc comme ça, qui permet à l'enfant de communiquer avec les autres. Et là, il faut aussi un apprentissage pour ça. Et si vraiment c'est bien acquis, bon, il y a des moments où l'enfant n'aura même pas besoin de ces images-là. Mais ça, il faut... ça prend aussi du temps. Ça prend du temps. Et il y a une certaine méthode aussi qu'il faut utiliser. Ça ne peut pas être du tic au tac. Et surtout, il faut
toujours la patience et encore de la patience. Ce que vous utilisez forcément à l'école, ce n'est pas ce que les parents vont utiliser à la maison. Hein? Non, ce n'est pas forcément ce que les parents vont utiliser à la maison, mais on s'informe. D'accord. Voilà, nous travaillons souvent, je peux dire, en symbiose. Voilà, ce qui se passe à la maison, à l'école, on doit être au courant. Parce que l'enfant peut venir tout pleurnichard à l'école, commencer à les crises, on ne comprend pas. Donc ça dépend de ce qui s'est passé à la maison. Et on demande souvent les parents de nous tenir informés des changements que l'enfant a subis. Pour que nous, on tienne compte de ce que, au niveau de l'apprentissage. Il peut arriver, il ne veut rien faire, voilà, ou bien il ne peut pas manger. Donc il faut qu'on sache s'il y a quelque chose qui s'est passé précédemment. Mais voilà, est-ce que vous apprenez même aux parents à accompagner leur enfant? Mais bien sûr. Il y a certains parents, vraiment, ils ne savent pas. Exactement. Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'à la maison, c'est ce que j'ai dit, il faut installer une routine. D'accord. Et la plupart du temps, lorsque j'arrive dans les familles, je vois que les enfants sont dans les écrans. Ou soit c'est la télé, ou soit c'est le téléphone. C'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Et comme ils aiment les écrans, ils sont tout le temps dans les écrans et ça aggrave même leur état. Vous savez qu'il y a l'autisme virtuel, même les enfants normaux comme ça, qui sont tout le temps sur les tablettes, sur les écrans et tout. Parce qu'ils n'interagissent plus, ils sont seuls dans leur monde, dans le dessin animé qui est là. Ils ne jouent plus avec les autres, ils n'ont plus de contact avec les autres membres de la famille. Donc ça renforce d'habitude leur état d'autisme. Et il faut éliminer ça. Ça ne peut pas être du coup, c'est comme la drogue. Si vous l'enlevez, du coup, ça va être compliqué. Mais c'est avec le temps, petit à petit, tu fais ça et puis tu prends ça, tu fais ça et puis avec le temps, si l'heure de l'activité arrive, l'enfant sait que je dois déposer le téléphone. Si l'heure du manger arrive ou bien si l'heure du bain arrive, l'enfant sait que je dois déposer voilà, ce que je fais là et aller exécuter. J'ai un enfant, bon, j'ai des enfants que je tiens à domicile, mais il y a un enfant particulièrement qui m'a vraiment épaté. Au début, il était vraiment accro au téléphone. Et je disais à sa maman de faire tout possible pour éliminer ça petit à petit. Chaque fois quand je pars, il est tout le temps au téléphone, on ne peut même pas retirer le téléphone. Mais je vous assure qu'actuellement, lorsque j'arrive, il a son téléphone, il me voit, il se lève, il dépose son téléphone, il part, il ramasse le matériel d'activité et puis il vient déposer. On finit que ça soit 1 heure, 2 heures, il est là. Souvent, bon, je le laisse délirer un peu, voilà, pour le permettre de souffler et puis on recommence encore jusqu'à ce que l'activité finisse. D'accord. Donc, pour dire que c'est un travail de longue haleine. Il faut vraiment avoir de la patience, de la détermination et surtout beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, c'est ça. Voilà. Alors, Madame Kéma, on va découvrir ensemble ce que vous faites parce que vous nous avez ramené tellement de jouets. Alors, c'est volontairement que vous avez décidé de vous lancer comme ça dans la fabrication de jouets pour enfants spécifiques? Il faut dire que d'une manière générale, c'est parti d'un constat du manque de ce matériel dans des écoles publiques ou privées au Burkina Faso et surtout du manque de ce matériel dans les centres spécialisés qui prennent en charge ces enfants. Et donc, on a mis sur place Bebop, le B qui signifie Biga en moré et le BOP qui signifie la boîte à outils du préscolaire. Et donc, on est parti pour les enfants de 0 à 6 ans, tout en mettant en place des gammes de jouets et une qui est vraiment spécifique pour répondre aux besoins spécifiques de ces enfants spéciaux. Les enfants spéciaux. Pour ces enfants spéciaux-là, est-ce que vous mettez à l'intérieur les enfants en situation d'autres handicaps ou bien c'est l'autisme seulement? On met d'autres enfants. Par exemple, ce que je tiens. Voilà, ça s'appelle quoi? Bon, là, je l'ai nommé le jeu du patriote. Du patriote. À partir de l'idée du jeu de mémoire que vous avez, qui est devant Madame Ougda. Ok, celui-là, je vais le soulever. Nous avons des jouets concrets, mais qu'on peut aussi créer des variantes. Voilà, donc la variante, c'est là. C'est la variante pour les adultes, pour tous ceux qui travaillent autour du vivre ensemble, sensibilisation pour la cohésion sociale, et renforcement de liens dans les familles, dans les lieux de travail. Et donc là, c'est pour les adultes. Et là,
vous avez ce jeu-là qu'on appelle jeu de mémoire adapté aux enfants autistes, mais tout le monde peut jouer avec, même des personnes âgées qui perdent la mémoire peuvent jouer avec ces jouets-là. Il faut dire que ceux qui ne voient pas même peuvent jouer avec ce matériel-là. Et les sourds, muets, les malentendants aussi peuvent jouer. Donc, ce sont des jouets qui sont adaptés à tout le monde selon des situations spécifiques. Voilà, donc, et surtout ici, c'est des jouets qui sont contextualisés, qui répondent aux besoins réels de l'environnement burkinabé et même africain. Et un exemple, comment ça se joue ça? Ici, j'ai laissé les couleurs en haut pour que au plateau, voilà, on puisse mieux voir. Mais c'est presque les mêmes qui sont de l'autre côté. Parce que là, on a 4 par couleur et ici, on a 10 par couleur. Donc, on va, par exemple, inviter les parents qui ont des enfants qui ne parlent pas, par exemple, à découvrir et à nommer les couleurs à partir de ces pièces. Voilà, ce sont des pions. Donc, l'enfant, il découvre la couleur, il nomme la couleur. Après, il peut trier la couleur. Parce que même les enfants qui sont agités, on peut tout réunir dans un récipient ou même dans les... Et ils vont enlever et puis venir mettre... Là, vous avez même dans les trous, c'est les mêmes couleurs qui sont là. Et puis voilà, donc voilà, il y a des règles à respecter. Donc, tu ne peux pas mettre le rouge dans le trou du jaune et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est pour ça. Et on a d'autres, par exemple, on a comme des mannequins ou des poupées. Voilà, ce sont des poupées qui sont des personnages. Parce que, voilà, j'ai amené grand-père, grand-mère avec leurs cheveux blancs. Qui sont habillés aussi avec du cocordonda et du faso d'Anfani. Pour que les enfants puissent s'identifier à partir de ces poupées-là. Mais qu'ils puissent aussi les nommer. Parce que, par exemple, quand Madame Gisèle veut parler de la famille aux enfants autistes, ils n'ont pas les grands-parents à côté, mais à partir de ces poupées, ils peuvent nommer et reconnaître comment, à peu près comment est un grand-père, une grand-mère. Et la maman aussi que vous avez à côté, elle est par exemple nattée avec la natte panamorée traditionnelle pour dire que, bon, avec les poupées, on peut faire beaucoup de communication autour de ces poupées. Et vous avez le petit garçon à côté. Ensuite, vous avez le jeu d'emboîtement. Le panier, ça vient de Banfora. Hein, donc, les artisans sont valorisés ici. Donc, c'est des jeux d'emboîtement du plus grand au plus petit. Donc, jusqu'à 10. Mais ça peut aussi permettre aux enfants de pouvoir, quand on les renverse, de pouvoir se concentrer pour pouvoir les superposer du plus grand au plus petit en haut. Mais ce n'est pas évident même pour nous autres. Hein. Voilà. Et ensuite, vous avez une balle qui est à côté avec plusieurs couleurs. Là, c'est le faso d'Anfani qui est valorisé avec les pain wax. Et là, l'enfant, il découvre aussi les couleurs. Il apprend à appréhender, à attraper cette balle-là, parce qu'il y a des enfants autistes qui ont aussi des problèmes physiques. Donc, ils ont plusieurs personnes spécialisées qui les prennent en charge, comme on le disait. Donc, ça va permettre à l'enfant d'apprendre à attraper, mais c'est un jeu qui permet à l'enfant de se socialiser, parce qu'on aura des jeux d'interaction. Par exemple, avec la balle, je vais jeter à Madame Oubda, qui va observer et qui va gober la balle pour que ça ne tombe pas. Et ça fait un jeu d'interaction parce que c'est dans la prise en charge de ces enfants en situation d'autisme, comme on l'a dit, il faut toujours amener l'enfant à interagir pour leur permettre de gérer leurs problèmes. Au-delà de ça, ce que je voulais ajouter, c'est que il faut que les parents arrivent à ouvrir leur porte. Quand ils ont un enfant autiste, il ne faut pas fermer la porte. Voilà. Par exemple, quand on prend ceux qui ne parlent pas, même si vous n'avez pas les moyens d'avoir quelqu'un qui accompagne l'enfant à la maison, le fait même d'ouvrir votre porte aux voisins d'à côté et de permettre à leur enfant de venir chez vous, jouer avec l'enfant, vous allez voir que avec un peu de matériel comme ce que Bebop propose, ça va vous permettre de corriger
voilà, un peu la situation. Et en plus, bien sûr, avoir l'assistance et l'accompagnement des personnes spécialisées dans le domaine accompagne encore plus. Moi, je me demande, est-ce que vous utilisez ces jouets? Oui, je voulais pas ça, j'utilise. Il y a une que je tiens, j'utilise, mais j'ai disposé ça comme ce qu'elle a fait. Ah, d'accord. On lance le dé. Voilà, donc, si le dé présente le rouge, je dis prends le pion rouge. Vous voyez, non? Donc, je présente ça comme ça. Voilà, on lance le dé. Quand on lance le dé et que ça présente sur la couleur rouge, tu prends le pion rouge. Ça permet à l'enfant de connaître les couleurs également. Donc, on utilise ça, on peut jouer ça. Et de plusieurs façons, ça dépend de l'état de l'enfant. Donc, les enfants qui n'ont pas, qui ont comment on appelle ça, qui ont une déficience assez poussée, c'est comme ça on fait. Maintenant, pour ceux qui ont la mémoire, on le présente comme ça, on met. Maintenant, quand il lance le dé, on lui dit de prendre le noir. Bon, si ça, le dé présente la couleur noire, il va chercher là où se trouve le pion noir pour faire. Donc, il va se rappeler, c'est ici que je l'avais encastré. Et il va présenter comme ça. Est-ce que, justement, ces différents jouets-là, vous avez des retours des parents? Est-ce que les parents... Oui, il y a des retours qui nous encouragent même à aller encore dans l'innovation. Voilà, c'est quoi comme avantage de laisser ces enfants jouer avec apprendre avec ces jouets? Et déjà, quand on parle de la famille, le fait de jouer avec ces enfants autistes, ça leur permet de ne pas rester longtemps sur les écrans, même des enfants ordinaires. Ça permet de briser un peu, un tant soit peu, l'usage de ces écrans à la maison. Donc, ça renforce les liens entre l'enfant et les parents. Ça permet aux parents de mieux connaître l'enfant. Parce qu'on a dit tout à l'heure, pour prendre en charge un enfant autiste, il faut le connaître. Mais si vous ne le connaissez pas, vous n'allez pas savoir. Donc, le jeu rapproche plus l'enfant aux parents et le parent découvre mieux son enfant, accompagne mieux l'enfant et même peut impliquer l'enfant à avoir des solutions aux problèmes de l'enfant. Et ça renforce aussi les liens entre les enfants, eux, et ceux qui ont la chance d'avoir des grands-parents. Ça permet aussi à ces grands-parents-là de ne pas rester dans leur coin ou dans leur chambre toute la journée, tout le mois, mais d'être ensemble avec les petits-enfants et utiliser ces moments-là pour transmettre les valeurs qu'on veut à l'enfant, pour transmettre tout le savoir-faire, le savoir-être à l'enfant. Tout se tourne autour du jeu, mais il y a une richesse incalculable autour de ces jouets-là, dans les familles comme dans les classes. Vous voulez ajouter sur parce que pour enseigner un enfant autiste, il faut vraiment que le matériel soit riche, parce qu'il faut du concret. Il faut vraiment du concret. C'est pour cela que j'ai parlé tantôt de l'emploi de temps visuel. Pour que l'enfant puisse voir ce qu'il doit faire. Ce qui fait qu'ici, on a des difficultés à les enseigner parce que le matériel n'est pas assez riche par rapport à l'autre côté. Et je peux prendre l'exemple de la France comme ça. Eux, ils sont bien riches en matériel. Mais ici, nous, en tout cas, on n'a pas assez. Le matériel n'existe pratiquement pas. Mais heureusement que Bebop est là pour répondre à ce besoin-là. Voilà, donc c'est pour dire qu'il faut vraiment du matériel pour que l'enseignement, apprentissage des enfants autistes là puisse vraiment être effectif et que la prise en charge aussi, pas n'importe quel matériel, pour que la prise en charge aussi soit vraiment efficace. C'est ça. Est-ce que c'est accessible côté prix aux parents? Oui, côté prix. En fait, nous, notre mission sociale, c'est de rendre accessible des jouets éducatifs fabriqués localement, de qualité, adaptée à l'âge et au développement de l'enfant. À moindre coût? À moindre coût, parce que on a, par exemple, tout ce qui est création, qui est art et artistique, ça, le coût va être élevé un peu par rapport, par exemple, aux jeux de récupération autour des déchets, autour de nous. Parce que j'ai parlé de plusieurs gammes. On a des gammes où on pense aux enfants qui vivent peut-être à Dori, où les parents n'ont pas les moyens même pour manger et peut-être penser aux jouets. On va tout simplement accompagner cette zone-là avec des jouets qui tournent autour des déchets. Est-ce que vous arrivez d'organiser des événements pour présenter ces jouets? On va le lancer pendant ces vacances. Et au musée national, parce que c'est notre maison commune, comme aime dit le directeur, pour permettre à beaucoup d'autres enfants des régions, des quartiers de Ouagadougou de venir autour
des jouets et faire des animations autour de ces jouets. Et pendant les fêtes ou les fins d'année, les fêtes de fin d'année, il y a des écoles qui associent bebop dans l'organisation de ces manifestations-là. Voilà, pour dire que, bon, avec les jouets éducatifs bebop, on peut prendre 2 heures d'animation, on peut faire 4 heures d'animation, ça dépend de quel type d'événement on a. Donc nous, on se dit qu'on a la capacité et les moyens et le matériel pour organiser des événements éducatifs pour les enfants, quel qu'en soit leurs âges. D'accord, merci. Voilà. Notre est terminée. On va quand même donner quelques conseils, Madame Ouda, à ces familles-là, vraiment, qui souvent ne savent pas vers qui se tourner, quoi faire et tout. Donc, pour dire que l'autisme est un domaine assez complexe, et bien vrai que nous vivons ça quotidiennement, mais souvent il y a des parents qui ne savent pas à quel sens se vouer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au niveau de notre structure. Nous allons vous diriger vers les structures vraiment adaptées, ou bien on peut vous accompagner. Nous nous accompagnons à la maison. Voilà, un enfant même si vous n'avez pas, même s'il n'est pas inscrit dans une école, même s'il n'est pas scolarisé, surtout quand il est toujours petit, on peut commencer l'accompagnement à la maison. Et avec le temps maintenant, on accompagne également, on continue l'accompagnement même à l'école. Puisque moi, je parle souvent voir les enseignants de ces enfants-là pour essayer de discuter avec eux, pour qu'ils comprennent comment l'enfant fonctionne, pour que nous puissions travailler ensemble. Voilà. Il faut que nos efforts soient conjugués. Il ne faudra pas que nous travaillions de façon divergente. Ça ne marchera pas comme des structures spécialisées. Il faut des structures spécialisées, publiques, bien sûr. C'est un appel que je lance à l'endroit de nos autorités. Donc il faudra voir ce que, parce qu'il y a tellement de parents qui sont dans le besoin, mais qui n'ont pas assez de moyens. Et qui, comme ce qu'elle vient de dire, ils n'ont pas les moyens même pour prendre le matériel même de base pour qu'on puisse donner en tout cas une bonne prise en charge à leurs enfants. D'accord. Voilà. Donc, merci beaucoup, bon courage à vous. Merci. Alors, bebop, bon vent aussi pour ces jouets-là. Je précise que c'est un thème assez large. C'est ça. Il y a plein de choses qu'on aurait pu dire, mais le temps ne nous permet pas. On aura d'autres occasions, pourquoi pas découvrir encore plus l'autisme sur d'autres facettes. Exactement. Dans une autre émission. Sinon, on est obligé de s'arrêter ici parce que le temps est parti. L'émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et puis prenez soin de vos enfants, donc quelle que soit leur spécificité et surtout aimez-les et puis voilà, partagez l'amour autour d'eux. Ne les renfermez pas, ne les attachez pas à la maison. C'est vraiment pas bien ce que font certains parents. Il faut surtout partager l'amour autour des enfants, avec les enfants. Prenez soin de vous et on se retrouvera une autre fois pour un autre numéro de Féminin Pluriel. Allez, cuisse!